Le Golden Spur Saloon, planté comme une verrue à l'angle de Main Street et de Cattle Drive Road, était un endroit qui ne connaissait pas le repos et encore moins la pitié. La poussière ne se contentait pas de recouvrir les vitres, elle semblait faire partie intégrante de l'air vicié, une brume épaisse mêlée à l'odeur âcre du tabac froid, de la sueur rance et du whisky frelaté. C'était le royaume des hommes bruyants qui pensaient que le monde leur appartenait simplement parce qu'ils criaient plus fort que les autres. Au milieu de ce chaos masculin, Serena Hull avançait comme une ombre résistante, portant des plateaux chargés de chopes et d'assiettes avec une main qui ne tremblait jamais, même lorsque ses jambes menaçaient de se dérober sous elle. Elle n'avait que 24 ans, mais la fatigue avait sculpté sur son visage un masque de maturité précoce, creusant de fines lignes invisibles autour de ses yeux qui avaient déjà trop vu. Sa robe bleu marine portait les cicatrices de 1000 services, rapiécées avec soin, tout comme son tablier dont les taches refusaient de partir malgré le frottement du savon noir. Pourtant, malgré ses bottes usées jusqu'à la corde, elle gardait le dos droit. Une droiture qui n'était pas de l'orgueil, mais une nécessité absolue car une serveuse de saloon apprenait vite que montrer une faiblesse, c'était inviter les loups à mordre. À une table d'angle, le rire gras des vachers résonnait plus fort que le piano désaccordé. L'un d'eux, un certain Coton, un homme aux mains comme du cuir et au sourire jauni par le tabac à chiquer, la suivait du regard alors qu'elle déposait un ragoût fumant. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme une distraction dans sa longue soirée d'ivresse. « Pourquoi une jolie petite chose comme toi suce-t-elle la santé dans un trou pareil » demanda-t-il, sa voix pâteuse traînant sur les voyelles. Serena lui offrit ce sourire poli, ce bouclier invisible qu'elle avait perfectionné au fil des années pour garder les mains baladeuses à distance. « Je gagne ma vie honnêtement, Coton, comme vous. » Un jeune homme à côté renifla avec mépris, la déshabillant du regard. « Honnêtement ? Ça n'a pas l'air de te réussir. T'as des cernes assez profonds pour y planter du maïs. » Les rires éclatèrent, brutaux et sans pitié, ricochant contre les murs de bois brut. Serena sentit la chaleur monter aux joues, une brûlure d'humiliation qu'elle refoula aussitôt. Dans son esprit, une seule image tournait en boucle pour lui donner du courage, celle de la petite bouteille brune à la pharmacie, le seul remède capable d'apaiser la toux déchirante de sa sœur, Opel, qui l'attendait dans le noir. Elle serra son plateau contre sa poitrine, comme pour protéger son cœur des attaques. « Je m'en sors très bien, dit-elle d'une voix égale qui ne trahissait rien de son désespoir. Vous désirez autre chose ? Coton la chassa d'un geste dédaigneux de la main, comme on chasse une mouche gênante. Tu devrais demander un jour de congé à ton patron avant de t'effondrer sur le plancher, ma belle. Plus tard, un groupe de jeunes cow-boys ivres reprit le jeu, cherchant à la faire rougir. Qu'est-ce qu'une dame comme toi désire vraiment dans cette vie ? Demandèrent-ils, avides d'une répartie. Serena, trop lasse pour lutter, leur donna ce qu'ils voulaient, une réponse légère pour désamorcer la tension. Un jour de repos, dit-elle avec un petit rire sans joie. Peut-être 2, si le ciel est généreux. Ils hurlèrent de rire, frappant la table comme si c'était la meilleure plaisanterie du siècle. Serena s'éloigna, le sourire aux lèvres mais l'âme en berne, car la vérité pesait lourd dans sa poitrine. Ce n'était pas une blague. C'était une prière silencieuse, un cri étouffé par le vacarme d'un monde qui ne l'écoutait pas. Soudain, les lourdes portes en chêne du saloon s'écartèrent, instantanément, l'air vicié de la pièce sembla se figer. Ce n'était pas le silence total, mais une baisse de volume perceptible, une retenue collective comme si chaque homme présent retenait soudain son souffle. Même le pianiste, d'habitude imperturbable, rata une note, créant une dissonance qui resta suspendue dans le vide. Un homme venait d'entrer. Il portait un long manteau de cache-poussière sombre et des bottes qui, bien que de qualité supérieure, portaient les traces indélébiles du vrai travail. Il ne se pavanait pas comme les coqs de village qui fréquentaient habituellement le Golden Spur. Il ne souriait pas. Il se tenait simplement là, immobile, scannant la salle avec une autorité naturelle, comme s'il était propriétaire de l'oxygène que les autres respiraient. Garrett, le patron, se redressa si vite derrière son comptoir qu'on aurait pu croire qu'il avait été piqué. « Bonsoir, monsieur Monler », lança-t-il avec une obséquiosité qui détonnait. Le nom traversa la salle comme une onde de choc sur un lac tranquille. Nash Monler. Tout le monde à Red Creek connaissait ce nom. Les Monler possédaient la terre, le bétail, les mines et les routes. On disait que Nash valait plus que ce que la ville entière pourrait gagner en 10 vies de labeur. Serena sentit sa main se crisper sur le pichet d'eau qu'elle tenait. Nash avança vers une table isolée dans le coin le plus sombre, s'assit dos au mur avec un calme olympien, puis il leva les yeux. Son regard traversa la fumée et le bruit pour se poser directement sur elle. Ce n'était pas le regard trouble et prédateur des hommes ivres qu'elle servait toute la nuit.
C'était un regard sobre, d'un vers sauge pénétrant, une attention si intense et si directe que Serena eut l'impression d'être soudainement mise à nu. Elle força ses pieds à bouger, s'approchant de sa table avec une nervosité nouvelle qui faisait trembler ses doigts. « Bonsoir, monsieur, dit-elle, sa voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. « Puis-je vous servir quelque chose ?»« Du café, répondit-il d'une voix grave et posée. « Noir. Et le ragoût ?» Alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix la retint, non pas comme un ordre, mais comme une invitation inattendue. « Mademoiselle ?» Elle se retourna, surprise. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. Les hommes riches ne demandaient jamais le nom d'une serveuse. Pour eux, elle n'était qu'une silhouette, une fonction. Serena hésita, cherchant le piège, mais n'en trouva aucun dans ses yeux sérieux. Serena eut « Monsieur ». Il hocha la tête lentement, comme s'il gravait ses syllabes dans sa mémoire. Serena. C'est un beau nom. Tout au long de la soirée, elle le servit, consciente de son regard qui la suivait à chaque aller-retour, non pas avec désir, mais avec une sorte de curiosité mélancolique, comme s'il essayait de résoudre une équation complexe inscrite sur ses traits tirés. Quand elle revint débarrasser son assiette vide, Nash leva de nouveau les yeux vers elle. « Le service est long, observa-t-il. »« Tous les services sont longs, répondit Serena, la vérité lui échappant avant qu'elle ne puisse la censurer. Il étudia son visage un instant, ignorant le bruit ambiant. « Vous avez l'air épuisé, dit-il doucement. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Personne ne disait cela à voix haute. Personne ne se souciait de voir au-delà de l'uniforme rapiécé. « Je gère, monsieur, murmura-t-elle, la gorge serrée. « Je n'en doute pas, rétorqua-t-il en se penchant légèrement en avant, créant une bulle d'intimité au milieu du chaos. « Mais dites-moi, Missule, que désirez-vous le plus au monde ?» Serena sentit les larmes piquer derrière ses paupières. Elle repensa au rire moqueur des vachiers, à la respiration sifflante d'Opel dans leur cabane glaciale. Elle était si fatiguée de faire semblant d'être forte. Un jour de congé, chuchota-t-elle, l'aveu sortant comme une prière brisée. Juste un jour où je n'ai pas besoin de faire semblant que tout va bien. Un seul jour pour respirer. Nash ne rit pas. Il n'y eut pas la moindre trace de moquerie dans son regard, pas même l'ombre d'un sourire en coin qui aurait pu laisser entendre qu'il trouvait sa requête pathétique. Au contraire, il hocha la tête avec une gravité solennelle, comme s'il venait d'entendre la confession la plus sensée de la soirée. « Merci de votre honnêteté, dit-il simplement. Puis, sans aucune cérémonie, il plongea la main dans la poche de son manteau, en sortit une pièce d'or et la posa doucement sur le bois usé de la table. Sous la lumière vacillante des lanternes, l'or brillait d'un éclat presque indécent au milieu de la crasse du saloon. 20 $. Serena écarquilla les yeux, le souffle coupé. 20 $ représentaient 5 semaines de salaire, 5 semaines à supporter les mains baladeuses, la fumée et l'épuisement. C'était le prix des médicaments pour Opel, le loyer payé d'avance, de la nourriture saine, et peut-être, juste peut-être, cette chance infime de cesser de se noyer pendant un instant. « Monsieur, je ne peux pas, bégaya-t-elle, la panique se mêlant à l'espoir dans sa gorge. « Vous l'avez gagné, répondit-il d'un ton qui ne tolérait aucune contradiction. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots pour refuser ou pour le remercier, il se leva, ajusta son chapeau et sortit du saloon, laissant derrière lui une traînée de silence et de mystère. Dès que les portes battantes se refermèrent sur sa silhouette, le vacarme reprit ses droits, plus violent qu'avant. Les regards se tournèrent vers Serena, chargés de questions, de jalousie et de murmures venimés. Elle sentait le poids de leur jugement, comme si recevoir cette pièce l'avait marquée au fer rouge, comme si elle avait dû vendre une part de son âme pour l'obtenir. Cette nuit-là, le chemin du retour lui parut interminable. La pièce d'or pesait lourd dans sa poche, mais encore plus lourd dans son esprit. Elle marchait vite dans l'obscurité, serrant son châle contre le froid mordant du Montana, terrifiée à l'idée de perdre ce trésor inespéré, et tout aussi terrifiée par ce qu'il signifiait. Pourquoi un homme comme Nash Moller, qui pouvait s'offrir le monde, se souciait d'une serveuse qui ne demandait qu'un peu de repos? En arrivant à la petite cabane qu'elle partageait avec sa sœur, la réalité la frappa de nouveaux visages. L'air y était glacial et humide. Dans le coin de la pièce unique, le son rauque et sifflant de la respiration d'Opel déchirait le silence. Serena s'assit au chevet de sa sœur, écoutant chaque inspiration laborieuse comme un compte à rebours. À la lueur d'une bougie presque consumée, elle sortit la pièce d'or et la fit tourner entre ses doigts engourdis. Elle regarda le visage pâle d'Opel, ses traits tirés par la maladie, et sentit une boule de culpabilité se former dans son estomac. Sa fierté lui hurlait de rendre cet argent, de ne pas être redevable à un inconnu, surtout à un homme de pouvoir. Mais l'amour pour sa sœur hurlait plus fort encore. Cet or n'était pas un luxe,
C'était de la survie. C'était de l'air pour les poumons d'Opel. C'était une trêve dans leur guerre contre la misère. Et alors qu'elle rangeait la pièce, Serena comprit que peu importe les intentions de Nash Monlaire, elle n'avait pas le luxe de refuser un miracle, même si ce miracle avait le goût amer de la charité. Dès l'aube, rongée par l'incertitude et l'urgence, Serena se rendit au magasin général de M. Porter. Lorsqu'elle en ressortit, ses rencontres une bouteille de tonique pour les poumons enveloppés dans du papier brun, un soulagement immense l'envahit, si puissant qu'il en devenait presque douloureux. C'était la victoire de la nuit précédente matérialisée dans le creux de sa main. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la boutique, la clochette au-dessus de la porte tinta joyeusement, annonçant une arrivée qui figea instantanément le sang dans ses veines. Nash Monlaire se tenait dans l'encadrement de la porte, sa haute stature bloquant la lumière du matin, son ombre s'étirant jusqu'aux pieds de Serena. Il entra comme s'il était chez lui, ignorant les rouleaux de tissu et les sacs de farine pour fixer ses yeux vers Sauge directement sur le paquet qu'elle tenait. Pour un instant, Serena oublia comment respirer. Il semblait indécent qu'il la voie ici, à la lumière crue du jour, loin des ombres protectrices du saloon, là où chaque détail de sa pauvreté était exposé. « Bonjour, Missul », dit-il en retirant son chapeau avec une politesse désarmante. Serena resserra sa prise sur le médicament, ses jointures blanchissant sous l'effort. « Bonjour, Monsieur Monlaire. » Monsieur Porter, derrière son comptoir, s'agitait nerveusement, impressionné par la présence du magnate. « Que puis-je pour vous, Monsieur Monlaire ?» Nash ne lui répondit pas immédiatement. Il continuait d'observer Serena avec cette intensité troublante. « Votre sœur est-elle toujours souffrante ?» La tête de Serena se releva brusquement. « Comment savez-vous que j'ai une sœur ?» demanda-t-elle sèchement. « C'est une petite ville » répondit Nash sans se départir de son calme. « Les gens parlent. » Serena sentit ses joues brûler, détestant l'idée que sa vie privée ne soit qu'une rumeur dans la bouche des autres. « Elle a des soucis pulmonaires » finit-elle par admettre, la voix basse. Ce tonique l'aide. Nash hocha la tête, prenant l'information avec un sérieux absolu. Puis, il se tourna vers l'épicier et prononça des mots qui firent vaciller le sol sous les pieds de la jeune femme. « Je veux ouvrir un compte permanent. Tout ce dont Missul a besoin, médicaments, vivres, fournitures, mettez-le sur ma note. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de M. Porter s'ouvrit de stupeur, mais Serena réagit avec la vivacité d'un animal acculé. « Non, absolument pas. » s'écria-t-elle en faisant un pas vers lui, la colère vibrant dans chaque fibre de son corps. Nash ne s'y a pas. « Votre sœur a besoin de soins, » dit-il doucement. « Vous avez besoin de manger. Une femme ne devrait pas avoir à s'épuiser jusqu'à la mort pour des choses aussi élémentaires. Je ne suis pas votre œuvre de charité, » cingla Serena, les yeux brillants de fureur et de larmes retenues. « Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions sur ma vie. » Pendant une seconde, une ombre de douleur traversa le visage de Nash, vite remplacée par une compréhension silencieuse. Il inclina la tête, acceptant la réprimande. « Vous avez raison, » dit-il. « C'était présomptueux de ma part. » Il fit signe à l'épicier. « Annulez cela. » Nash se tourna de nouveau vers Serena, son expression s'adoucissant. « Puis-je proposer un compromis ?» Elle le fixa, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, méfiante. « Gardez ce que je vous ai donné hier soir ?» poursuivit-il. Utilisez-le comme bon vous semble. Mais si jamais vous avez besoin de quelque chose qui dépasse vos moyens, venez me voir. Demandez-moi. Le choix sera le vôtre, et le vôtre seul. Serena chercha une trace de tromperie sur son visage, une attente cachée, car les hommes ne donnaient jamais sans prendre. Mais il se tenait là, chapeau à la main, attendant son verdict avec une patience infinie. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi cela vous importe-t-il » Le regard de Nash s'ancra dans le sien, solide comme le roc. « Parce que je vous ai demandé ce que vous vouliez le plus au monde, et vous avez demandé un jour de repos. » Cette réponse, si simple et si tragique, la laissa sans voix. Elle avala sa fierté, hocha brièvement la tête et sortit précipitamment du magasin, le médicament serré contre son cœur et l'esprit en pleine tempête. Les soirs suivants, Nash Monlaire devint une ombre inamovible aux Goldens purs, aussi régulière que le coucher du soleil et tout aussi inévitable. Il arrivait vers 20 heures, traversait la salle sans un mot et prenait possession de sa table d'angle. Il ne commandait jamais de whisky, seulement ce café noir qu'il buvait lentement, comme un prétexte pour prolonger le temps. Il ne se mêlait pas aux parties de cartes, ne riait pas aux blagues grossières des vachers. Il se contentait d'être là, une île de calme au milieu de la tempête, et son regard, bien que discret, finissait toujours par trouver Serena. Ce manège silencieux ne passa pas inaperçu.
Au bout de la troisième nuit, les murmures commencèrent à serpenter entre les tables comme une fumée toxique. Les autres filles du saloon chuchotaient derrière leurs mains, et Garrett, le patron, observait la scène avec un œil de plus en plus sombre. Un soir, alors que Serena nouait son tablier dans l'arrière-salle, il la coinça. « Tu as fait une touche avec M. Moller ?» dit-il, sa voix lourde de sous-entendu. « Je le sers, c'est tout, » répondit-elle sèchement. Garrett se pencha, son haleine sentant le tabac froid. « Écoute-moi bien, Serena. Les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes comme toi pour des raisons honorables. Ne te laisse pas prendre à son jeu. Il finira par se lasser, et c'est toi qui resteras avec les peaux cassées. » Serena sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle voulait lui crier qu'elle n'était pas dupe, qu'elle connaissait sa place dans ce monde impitoyable. Mais quand elle retourna en salle et croisa les yeux vers Sauge de Nash, la mise en garde de Garrett sembla se dissoudre. Ce soir-là, elle remarqua un petit livre posé près de sa tasse. Intriguée malgré elle, elle s'arrêta un instant plus long que nécessaire. « Qu'est-ce que vous lisez ?» demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur la prudence. Nash leva les yeux, une lueur de surprise agréable traversant son visage habituellement fermé. « De la poésie, » répondit-il. Serena cligna des yeux, décontenancée. Un homme qui dirigeait des mines et des convois de bétail lisait des vers. « Vous lisez de la poésie ?» répéta-t-elle. Un sourire imperceptible, presque timide, toucha les lèvres de Nash. Même les hommes rudes ont besoin de beauté parfois. Missule. Sans attendre, il tendit le livre vers elle. « Prenez-le. Rapportez-le-moi quand vous l'aurez fini. » Serena hésita, ses doigts flottant au-dessus de la reliure en cuir usé. Accepter de l'argent était une nécessité. Accepter un livre était quelque chose de bien plus dangereux. C'était un échange d'esprit à esprit, une intimité intellectuelle qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Finalement, elle le prit, le serrant contre elle comme s'il s'agissait d'un objet fragile et précieux. Cette nuit-là, après avoir bordé au pelle et écouté le rythme apaisé de sa respiration, Serena s'assit près de la seule bougie encore allumée. Elle ouvrit le livre et plongea dans les mots. Pendant des heures, les murs de rondins mal joints de sa cabane disparurent. La fatigue de ses jambes s'effaça. Elle n'était plus une serveuse usée par la vie. Elle voyageait à travers des paysages de mots et d'émotions. Nash ne lui avait pas seulement donné de l'or pour survivre, il lui avait offert une fenêtre pour s'évader, et c'était là, dans le silence de la nuit, que le véritable danger commença. Elle se mit à espérer. Le samedi soir, le Golden Spur ne ressemblait plus à un simple débit de boisson, mais à une bête affamée qui grondait et s'agitait dans la nuit. L'air y était si épais, saturé de fumée de cigares et d'haleines alcoolisées, qu'on aurait pu le couper au couteau. Serena se frayait un chemin à travers la foule compacte, son plateau levé, naviguant entre les corps massifs avec une agilité née de la nécessité. Mais le danger rôdait toujours, imprévisible. Alors qu'elle passait près d'une table centrale, une main large et moite jaillit pour se refermer sur son poignet comme un étau. C'était Clayton Redmond, un transporteur de fret à la carrure imposante et à l'esprit rendu lourd par trop de mauvais whisky. « Allez, ma jolie, viens boire un verre avec nous » bafouilla-t-il, tirant sur son bras avec une force brutale qui faillit lui faire lâcher son plateau. « Reste un peu. »« Je travaille ?» ?»« Clayton, » répondit Serena, tentant de se dégager sans provoquer d'esclandre, bien que son cœur batte la chamade. « Je suis juste amical, » insista-t-il, son visage rougeau se rapprochant dangereusement du sien. « Tu pourrais faire un effort pour l'être en retour. » La peur monta en elle, froide et vive. « Lâche mon bras, » dit-elle, sa voix tremblant malgré elle. La salle se figea, comme elle le faisait toujours juste avant qu'une bagarre n'éclate, dans cette seconde suspendue où la violence est inévitable. Mais le coup ne vint pas. Au lieu de cela, une voix calme, presque douce, trancha le vacarme. « La dame t'a demandé de la lâcher. » Nash Moller se tenait juste derrière Clayton. Il n'avait pas levé le poing, il n'avait pas crié. Il avait simplement posé une main sur l'épaule du géant, un geste qui semblait léger mais qui immobilisa l'homme instantanément. Clayton leva les yeux, la confusion de l'ivresse cédant la place à une terreur pure lorsqu'il reconnut qui se tenait là. « Ce ne sont pas tes affaires. » Moller, grogna-t-il, mais sans conviction. « Ça le devient quand tu touches quelqu'un qui a dit non, » répondit Nash. Son regard était glacé, dénué de toute émotion. « Si tu recommences, je m'assurerai personnellement que tous tes contrats de transport disparaissent avant le lever du soleil. Tu seras ruiné avant même d'avoir dégrisé. » Les doigts de Clayton s'ouvrirent instantanément. Serena recula, massant la marque rouge qui cerclait déjà son poignet, le souffle court. Nash ne quitta pas l'agresseur des yeux jusqu'à ce que celui-ci se rassit, vaincu et humilié. Puis, il se tourna vers elle, et la glace dans ses yeux fondit pour laisser place à une inquiétude sincère.
Vous allez bien? Je vais bien, mentit-elle, bien que ses jambes flageolent. À la fermeture, alors que Serena sortait dans la fraîcheur bienvenue de la nuit pour échapper à l'odeur du saloon, elle trouva Nash qui l'attendait, le col de son manteau relevé contre le vent. « Je vous raccompagne » déclara-t-il. Ce n'était pas une question. « Je n'ai pas besoin » commença-t-elle par réflexe. « Si » coupa-t-il doucement. « Ce soir, vous ne rentrez pas seul. » Ils marchèrent côte à côte dans l'obscurité, le craquement rythmé de leurs bottes sur la terre battue étant le seul son qui troublait le silence. Il n'y avait plus de mots, plus de jeu de pouvoir. Juste une présence solide à ses côtés, une protection qu'elle n'avait pas demandée mais qui, pour la première fois depuis des années, lui permit de baisser sa garde. Arrivé devant sa cabane, Nash s'arrêta au pied des marches, respectueux de la frontière invisible entre eux. « Bonne nuit, Missul, dit-il. Serena le regarda, et dans l'ombre de son chapeau, elle crut voir une tristesse infinie. « Bonne nuit, Nash, répondit-elle, utilisant son prénom pour la première fois, un petit morceau de son armure tombant silencieusement dans la poussière. 3 jours plus tard, le ciel décida de pleurer la colère que Serena retenait en silence depuis des années. Une tempête d'une violence inouïe dévala des montagnes, s'abattant sur Red Creek avec des coups de tonnerre qui faisaient trembler les fondations mêmes du Golden Spur. Les carreaux vibraient dans leur cadre, menaçant d'éclater à chaque rafale. Garrett, peu enclin à gaspiller du kérosène pour une salle vide, chassa les derniers clients qui s'hâtaient de rentrer chez eux et se retira dans l'arrière-boutique pour vérifier ses comptes, laissant Serena seule pour terminer le nettoyage. Mais elle n'était pas tout à fait seule. Nash était resté là, immobile à sa table habituelle, comme une sentinelle de pierre défiant les éléments. Le silence entre eux, ponctué par le martèlement furieux de la pluie sur le toit de tôle, devint soudain trop lourd, trop chargé d'une électricité statique qui n'avait rien à voir avec l'orage. Il se leva lentement et traversa la pièce, ses bottes résonnant sur le plancher comme les battements d'un cœur. « Puis-je vous poser une question? Serena » demanda-t-il, sa voix grave perçant le bruit du déluge. Elle s'arrêta d'essuyer le comptoir, son chiffon suspendu dans les airs, sentant une tension nouvelle dans l'air. « Vous pouvez toujours demander. Pourquoi Red Creek? Pourquoi avoir atterri ici, au bout du monde ?» La question rouvrit une blessure mal cicatrisée, mais la tempête semblait avoir abattu ses défenses habituelles. Sans réfléchir, portée par l'atmosphère irréelle de la nuit, elle raconta tout. La mort brutale de son père, James, dans un accident minier loin d'ici. Le remariage précipité de sa mère par désespoir. Le beau-père cruel qui les avait chassés, elle et Opel, comme des chiens indésirables sitôt la mère enterrée. « J'ai survécu, » dit-elle, la voix brisée, les yeux fixés sur le bois verni du comptoir. « C'est tout ce que je sais faire depuis 5 ans. » Survivre? Nash s'approcha d'un pas, son visage tordu par une émotion indéchiffrable, un mélange de compassion et d'une douleur qui semblait lui appartenir en propre. « Vous méritez plus que de la survie, » murmura-t-il avec une intensité qui la fit frissonner. Un éclair déchira la nuit, illuminant la salle d'une lumière blanche et spectrale, suivi immédiatement d'un craquement de tonnerre assourdissant qui fit vibrer le sol. Serena tressaillit violemment, un cri étouffé mourant dans sa gorge. Par réflexe, la main de Nash s'envola pour saisir son bras, pour la stabiliser. Son toucher était brûlant à travers le tissu fin de sa robe usée, une encre solide dans le chaos. Il ne la lâcha pas. Il la regarda, et l'air autour d'eux se raréfia, aspirant tout l'oxygène de la pièce. « Dites-moi d'arrêter » souffla-t-il, son regard descendant sur ses lèvres, une lutte visible se jouant dans ses yeux clairs. « Dites-le, et je m'en vais. » Serena savait qu'elle devait le repousser. La raison, la peur, sa propre histoire lui hurlait de fuir cet homme trop riche, trop mystérieux. Mais son corps, affamé de tendresse, trahit son esprit. « Je ne veux pas que vous partiez » chuchota-t-elle, un aveu qui la terrifia autant qu'il la libéra. Nash n'attendit pas davantage. Il se pencha et captura sa bouche. Ce n'était pas un baiser doux et timide, c'était un baiser désespéré, urgent, comme si 2 naufragés s'accrochaient l'un à l'autre pour une dernière bouffée d'air avant de sombrer. Serena s'y perdit totalement, ses mains agrippant les revers de son manteau mouillé, oubliant le froid, l'orage et la pauvreté. Pendant une seconde éternelle, il n'y eut que. Soudain, le bruit sec d'une porte qui claque à l'arrière brisa le charme. La voix de Garrett s'éleva, appelant son nom. Nash s'arracha d'elle avec une violence soudaine, reculant de 2 pas comme s'il s'était brûlé. Sa respiration était saccadée, ses yeux écarquillés non pas par le désir, mais par une horreur soudaine, comme s'il venait de commettre un sacrilège. Il la regarda une dernière fois, l'air hanté. « Je n'aurais pas dû » balbutia-t-il. Et avant qu'elle ne puisse dire un mot ou comprendre ce changement brutal, il pivota et disparut dans la nuit et la pluie,
la laissant seule avec le goût de ses lèvres et un cœur qui battait à tout rompre dans le vide. 3 jours s'écoulèrent, 3 jours d'un silence de plomb qui pesait plus lourd que n'importe quelle insulte. Serena avançait dans sa vie comme une automate, servant les verres et évitant les regards, l'esprit torturé par le souvenir de ce baiser volé et la fuite précipitée de Nash. Avait-elle mal interprété ses gestes? Était-elle devenue, comme Garrett l'avait prédit, le jouet d'un homme riche qui avait eu peur de se salir les mains? La réponse arriva finalement sous la forme d'un papier froissé apporté par un gamin des rues. Pas de salutation, pas de mots doux, juste une instruction griffonnée d'une main nerveuse. Retrouvez-moi à l'ancienne ferme abandonnée au nord, au coucher du soleil. Il faut que vous sachiez. Serena s'y rendit le cœur au bord des lèvres, le ventre noué par une appréhension glaciale. Le soleil, dans son déclin, incendiait l'horizon d'un rouge violent, baignant la prairie d'une lumière dorée qui semblait irréelle. L'ancienne ferme n'était plus qu'une ruine, une carcasse de bois blanchi par le temps, un monument à l'échec. Nash l'attendait sur le porche délabré, son chapeau entre ses mains, le visage marqué par des cernes profonds, comme s'il n'avait pas dormi depuis cette nuit d'orage. Il ne s'avança pas vers elle. Il resta planté là, rigide, comme un homme attendant sa sentence devant un peloton d'exécution. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-il sans préambule, sa voix rauque se perdant dans le vent du soir. « Et vous devez l'entendre avant de décider quoi que ce soit à mon sujet. » Serena s'arrêta à quelques pas de lui, serrant son châle contre elle. « Qui a-t-il » demanda-t-elle, craignant le pire. « Une femme? Une épouse cachée à la ville ?» Nash fixa l'horizon, incapable de soutenir son regard. « Il y a 5 ans, dit-il lentement, il y a eu un accident minier près de Denver. Une galerie s'est effondrée. 7 hommes sont morts ensevelis. L'un d'eux s'appelait James Hull. Le monde de Serena cessa brusquement de tourner. Le sang quitta son visage, la laissant livide. « C'était mon père » murmura-t-elle, le nom sortant comme un souffle de douleur ancienne. Nash hocha la tête une seule fois, un mouvement sec et douloureux. « Je sais, » dit-il, et la vérité qu'il portait sembla le courber physiquement. « Ma famille possédait cette mine. » Serena resta figée, incapable de comprendre. Les propriétaires étaient des hommes sans visage, des entités lointaines cachées derrière des compagnies écrans. « Ma famille possédait la mine », répéta Nash, forçant chaque mois sortir. Pas directement, mais à travers des investissements. C'était notre argent. C'était notre responsabilité. Il prit une inspiration tremblante et se tourna enfin vers elle, ses yeux brillants d'une honte dévorante. Nous avions reçu des avertissements. Les ingénieurs avaient signalé que les structures de soutènement étaient pourries. Ils avaient dit que des hommes allaient mourir. Mon père a ignoré les rapports parce que les réparations auraient coûté trop cher. Et moi, sa voix se brisa, mais il continua, impitoyable envers lui-même. J'étais jeune. J'ai vu les papiers. J'ai su que c'était dangereux. Mais je me suis tu. Je me suis dit que ce n'était pas ma place, que mon père savait mieux que moi. 3 semaines plus tard, la terre a englouti cet homme. Votre père est mort parce que mon père était avare et parce que j'ai été un lâche. Le silence qui retomba sur la prairie était terrifiant. Serena avait l'impression que le sol s'ouvrait de nouveau sous ses pieds. L'homme qui l'avait protégé, l'homme qui lui avait offert de l'or et de la poésie, était lié par le sang à la tragédie qui avait détruit sa vie. C'est pour ça, souffla-t-elle, la réalisation la frappant comme un coup de poignard. C'est pour ça que vous êtes venu au Golden Spur. Pas pour moi, pour vous, pour votre conscience. Nash ne nia pas. Il ne chercha pas d'excuses. Oui, avoua-t-il. J'ai entendu votre nom en ville. Je suis venu pour expier. Je voulais aider la fille de l'homme que j'avais laissé mourir. Je suis venu par culpabilité. Serena, pas par amour. Un rire sec et brisé s'échappa de la gorge de Serena, un son laid, dénué de toute joie, qui semblait écorcher l'air du soir. C'était donc ça? L'or sur la table, les regards attentifs, cette gentillesse qui l'avait entroublé. Ce n'était pas de l'affection. Ce n'était même pas du désir. C'était le prix du sang. C'était une tentative désespérée d'acheter le silence d'une conscience tourmentée. Vous m'avez traité comme une œuvre de charité pour laver votre âme, cracha-t-elle, reculant d'un pas comme si sa proximité la souillait. Je ne suis qu'un onguent pour vos remords, n'est-ce pas? Nash fit un mouvement vers elle, la main tendue, mais il s'arrêta net, conscient qu'il n'avait plus le droit de la toucher. La culpabilité m'a amené ici, oui, admire, sa voix tremblante d'une sincérité brute. Mais ce n'est pas ce qui m'a fait rester. Il planta ses yeux dans les siens, implorant. Serena, je ne m'attendais pas à vous. Je ne m'attendais pas à votre force, à la dignité avec laquelle vous portez votre fatigue.
Quand je vous ai demandé ce que vous vouliez, vous n'avez pas demandé de bijoux ou de robes. Vous avez demandé un jour pour respirer. Juste un jour. Cela a brisé quelque chose en moi. Je suis venu pour réparer une faute, mais je suis tombé amoureux de la femme que j'ai trouvée ici. Et c'est la pire des punitions, car je sais maintenant que je ne mérite même pas de prononcer ce mot. Serena détourna le visage, fixant les airs hautes qui ondulaient sous le vent. Elle voulait le haïr. Elle voulait que la colère soit simple, pure, incandescente. Mais elle revoyait son père, ses mains calleuses, et elle revoyait Nash, la défendant contre Clayton, s'occupant d'Opel. La haine et l'amour se livraient une guerre sans merci dans sa poitrine. Elle essuya ses joues d'un revers de main rageur et se redressa. La tristesse fit place à une détermination froide, celle d'une femme qui a trop longtemps subi la vie et qui décide enfin de la dicter. « Mon père est mort », dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. « Le temps ne changera pas cela, et vos regrets non plus. Mais si vous pensez que quelques pièces d'or et des excuses chuchotées dans une ferme en ruine suffisent, vous vous trompez. » Nash garda le silence, attendant son jugement. « Je ne veux pas être votre secret, » continua-t-elle. « Et je ne veux pas que la mémoire de James soit une note de bas de page dans votre livre de comptes. Si vous voulez vraiment expier, faites-le à la lumière du jour. » Nash la regarda, ne comprenant pas encore. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux que vous disiez la vérité, » exigea Serena. « Pas seulement à moi, à tout le monde. Je veux que vous admettiez publiquement, devant vos associés, devant la ville, devant tout le Montana, que votre famille a failli. Je veux que vous blanchissiez le nom de mon père et que vous disiez qu'il n'est pas mort par imprudence, mais par avidité. Je veux que vous créiez un fonds, en son nom, pour que plus aucune famille ne se retrouve à la rue quand un homme meurt au travail. » Nash ne s'y pas. Il savait ce qu'elle demandait. C'était un suicide commercial. C'était inviter le scandale, la méfiance des banques, le mépris de ses pairs. Et pourtant, en la regardant, il ne vit pas la ruine. Il vit la seule chance de salut qui lui restait. « Même si cela me coûte mes affaires ?» demanda-t-il doucement. « Même si cela vous coûte tout ?» trancha Serena. Sans une seconde d'hésitation, Nash hocha la tête. « C'est d'accord. Je le ferai. » Et pour la première fois, Serena vit dans ses yeux non plus le poids du passé, mais la clarté d'un homme qui choisit enfin l'honneur plutôt que le profit. 2 semaines plus tard, la salle de réunion de l'hôtel de ville de Red Creek bourdonnait comme une ruche en colère. La rumeur s'était répandue bien au-delà des frontières de la ville, attirant non seulement les habitants curieux, mais aussi des associés en costumes étriqués venus de Billings et de Denver, inquiets pour leurs investissements. L'air était lourd, saturé d'une attente électrique. Serena se tenait tout au fond de la salle, dissimulée dans l'ombre d'un pilier, les mains jointes si fort que ses doigts en étaient douloureux. Elle regardait Nash monter sur l'estrade. Il ne portait pas son manteau de riche propriétaire ce jour-là, mais une veste simple, et son visage était grave, dépouillé de toute arrogance. Il n'avait apporté ni avocat pour tordre la vérité, ni document pour noyer les faits. Il était seul face à une mer de visages qui attendait sa chute. Lorsqu'il prit la parole, le silence se fit instantanément, un silence de jugement. Nash ne trembla pas. Il raconta l'histoire de la mine de Denver avec une précision chirurgicale, ne s'épargnant aucun détail sordide. Il parla des rapports de sécurité ignorés, des économies de bouts de chandelle faites sur le dos des travailleurs et du silence complice qu'il avait gardé pendant 5 ans. Dans l'assistance, des murmures scandalisés s'élevèrent, des chaises raclèrent le sol alors que certains partenaires commerciaux se levaient pour partir, le visage tordu par le dégoût de voir un de leurs trahir la loi du silence. Mais Nash continua, sa voix gagnant en force. Il ne parla pas de pertes humaines ou de dommages collatéraux. Il prononça les noms. Il nomma les 7 hommes morts. Et lorsqu'il prononça le nom de James Hull, il regarda droit devant lui, cherchant les yeux de Serena au fond de la salle. James Hull était un homme bon, déclara-t-il, sa voix résonnant contre les murs de bois. Un père qui travaillait dur pour sa famille. Il n'est pas mort par fatalité. Il est mort parce que nous avons failli à notre devoir. Puis vint l'annonce qui fit l'effet d'une bombe. Nash déclara la création immédiate du fonds commémoratif James Hull, une structure financée par sa fortune personnelle, destinée non seulement à dédommager les familles des victimes de Denver, mais aussi à assurer une protection à tout mineur blessé sur ses exploitations futures. Ce n'était pas de la charité, c'était une restitution. C'était la reconnaissance officielle que la vie d'un ouvrier valait autant que l'or qu'il extrayait. Serena vit plusieurs hommes d'affaires quitter la salle avec fracas, marquant publiquement leur rupture avec Monlair. Elle vit la réputation commerciale de Nash s'effondrer en temps réel, son empire se fissurer sous le poids de son intégrité retrouvée. Pourtant, alors qu'il restait debout sur cette estrade, isolé et exposé, Serena ne vit pas un homme brisé.
Pour la première fois, elle vit un homme entier. La colère qui l'avait tenue debout pendant toutes ces années commença à se dissoudre, remplacée par une émotion qu'elle n'avait pas prévue, le respect. Il avait tenu parole. Il avait choisi la ruine sociale plutôt que le mensonge. Et tandis que la foule se dispersait, divisée entre admiration et mépris, Serena sut, au plus profond de son cœur, que le chemin du pardon venait enfin de s'ouvrir. Il n'avait pas effacé le passé, mais il avait bâti un présent sur lequel il pouvait peut-être, juste peut-être, construire un avenir. Le mariage n'eut rien des célébrations fastueuses que les journaux de la ville aimaient décrire. Il eut lieu dans la modeste église en bois de Red Creek, où la poussière des bottes de travail se mêlait aux raies de lumière filtrant à travers les vitres simples. Les bancs étaient clairsemés. Beaucoup en ville boudaient encore Nash pour ce qu'ils considéraient comme une trahison de sa classe, ou regardaient Serena avec suspicion, la voyant toujours comme la serveuse qui avait joué de ses charmes pour s'élever. Mais Serena ne voyait qu'une seule chose. Sa sœur Opel, debout près de l'autel, le teint rose et la respiration claire, libérée de l'étau de la maladie. C'était là sa véritable victoire, bien plus précieuse que le nom qu'elle s'apprêtait à prendre. Lorsque Nash prononça ses vœux, sa voix était basse mais ferme, ancrée dans le sol comme les fondations d'une maison neuve. Il ne promettait pas seulement l'amour et la fidélité, il promettait une vie de vérité, une réparation continue. En sortant de l'église, la main de Nash dans la sienne ne ressemblait pas à celle d'un sauveur, mais à celle d'un partenaire. Le voyage vers le ranch Montlair, à l'extérieur de Billings, marqua le début de la réalité. Lorsque la maison apparut enfin, une imposante bâtisse de pierre et de bois brut dominant la vallée, Serena sentit une panique familière lui serrer la gorge. C'était un château pour une femme habituée aux cabanes où le vent sifflait entre les planches. « C'est trop grand », murmura-t-elle, intimidée par l'espace et le luxe. Nash, sentant son trouble, posa ses mains sur ses épaules, un geste protecteur mais sans contrainte. « Nous allons la remplir, dit-il simplement. Nous allons y mettre de la vie, pas seulement des meubles. » Cependant, l'adaptation ne fut pas celle d'un conte de fées. Serena, fidèle à sa nature forgée dans l'épreuve, refusa catégoriquement de jouer le rôle de la maîtresse de maison oisive, cette poupée de porcelaine que la société attendait qu'elle devienne. Elle ne savait pas broder en silence ni organiser d'étés mondains pour des dames qui la méprisaient. Elle savait travailler. Dès la première semaine, aux grandes dames des domestiques, elle délaissa les salons feutrés pour la cuisine, retrouvant dans l'épluchage des légumes et l'odeur du pain un ancrage nécessaire. Puis, elle s'attaqua à ce qui comptait vraiment, les livres de comptes. Elle passa des nuits entières à étudier les chiffres, voulant comprendre d'où venait chaque dollar, s'assurer qu'il n'était taché ni de sang ni de négligence. Nash ne s'y opposa jamais. Au contraire, il lui ouvrit les registres avec une transparence totale, admirant cette ténacité qui l'avait séduit dès le premier soir. Bientôt, on vit Serena chevaucher à ses côtés pour inspecter les clôtures et le bétail, son visage fouetté par le vent, loin de l'image de la femme fragile. C'est elle qui insista pour que les salaires des garçons de ferme soient augmentés et que leur quartier soit chauffé en hiver. Nash approuva chaque décision. Le ranch changea d'âme. Ce n'était plus seulement une entreprise lucrative gérée par la peur. C'était devenu un lieu juste. Les hommes ne travaillaient plus seulement pour l'argent, mais par respect pour ce couple étrange et solide. Le soir, assis sur le vaste porche, Nash et Serena regardaient leur terre, non pas comme des conquérants, mais comme des gardiens. Ils bâtissaient leur amour non pas sur des mots doux, mais sur la sueur, l'encre des registres et la terre partagée. 15 ans avaient filé comme l'eau vive du ruisseau qui traversait leur terre, polissant les pierres du passé jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des souvenirs lisses au fond de la mémoire. Le ranch Montlair n'était plus ce bastion silencieux et intimidant des premiers jours. Il résonnait désormais d'une musique nouvelle et vibrante, les cris joyeux de 3 enfants qui coursaient les chiens dans la poussière dorée de la cour et les rires cristallins d'Opel. Venu en visite pour l'été avec son époux, un instituteur au regard doux qui la chérissait comme une reine, Opel ne toussait plus. Ses poumons, autrefois si fragiles qu'ils menaçaient de se briser à chaque hiver, s'étaient remplis de l'air pur du Montana et de la sécurité que sa sœur avait si chèrement conquise. Serena se tenait sur le grand porche qui ceinturait la maison, une tasse de café fumant entre les mains, observant ce tableau vivant avec une gratitude qui lui serrait encore parfois la gorge. L'odeur du vieux saloon, ce mélange rance de bière aigre et de désespoir muet, avait depuis longtemps été balayé par le parfum de l'air coupé, du cuir huilé et des fleurs sauvages qu'elle avait plantées le long des barrières. Nash la rejoignit. C'est pas toujours aussi silencieux, mais plus ancré, alourdi par une sagesse acquise au fil des saisons et des épreuves surmontées. Le temps avait semé de l'argent dans ses cheveux sombres et creusé de fines rides au coin de ses yeux verts sauges qui la regardaient toujours avec la même intensité qu'au premier soir, comme si elle restait la seule énigme qu'il souhaitait passer sa vie à résoudre.
Il s'appuya contre la balustrade de bois brut, contemplant l'horizon où le soleil commençait sa descente flamboyante, incendiant le ciel de pourpre et d'or. « Te souviens-tu » demanda-t-il doucement, sa voix se mêlant au bruissement du vent dans les peupliers, de ce que tu m'as répondu ce soir-là, quand je t'ai demandé ce que tu désirais le plus au monde. Serena sourit, un sourire lent et apaisé qui atteignait enfin ses yeux sans qu'aucune ombre ne vienne le ternir. « Un jour de congé » répondit-elle. Nash hocha la tête, un brin mélancolique, revoyant sans doute la jeune femme épuisée au tablier taché. « Tu ne plaisantais pas. »« Non, » admit Serena en tournant son regard vers lui, laissant la tasse réchauffer ses mains. « Je ne plaisantais pas. À l'époque, je croyais que c'était tout ce que je pouvais espérer. Juste 24 heures sans avoir peur du lendemain, sans avoir mal aux jambes, sans devoir sourire à des hommes qui me méprisaient. Je pensais que c'était ça, le sommet du bonheur. » Nash glissa son bras autour de sa taille, l'attirant contre lui, un refuge solide qu'elle ne craignait plus de voir s'effondrer. « Je t'ai donné bien plus de travail que de repos, » murmura-t-il avec un regret fin dans la voix. Serena posa sa tête contre son épaule, écoutant le battement régulier de ce cœur qu'elle avait appris à connaître, à juger, puis à pardonner et enfin à aimer éperdument. « Ce n'est pas le repos que je cherchais, Nash, » réalisa-t-elle à voix haute, les mots venant du plus profond de son âme. « Je voulais juste cesser de survivre. Je voulais une vie où ma sœur serait en sécurité. Une vie où je pourrais respirer sans que chaque bouffée d'air ne soit un combat. » Elle regarda ses enfants jouer au loin, libres et insouciants, ignorant tout de la faim et du froid qui avaient marqué sa propre jeunesse. « Et aujourd'hui, j'ai des milliers de jours devant moi. Pas des jours parfaits, non. Il y a eu des tempêtes, des sécheresses et des doutes. Mais ce sont nos jours. Je t'aime, dit Nash, simple et définitif, comme une promesse renouvelée chaque matin. Je t'aime aussi, répondit-elle en levant les yeux vers lui. Et je suis heureuse de ne pas m'être contentée d'un seul jour. Le soleil disparut derrière les crêtes acérées des montagnes, plongeant le ranch dans une pénombre bleutée et sereine. Mais sur le porche, il n'y avait plus d'obscurité. Il n'y avait que la paix, solide et durable, bâtie sur les ruines du passé par deux âmes imparfaites qui avaient eu le courage immense de tout réparer ensemble. Si cette histoire de résilience et de pardon vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, et de partager ce moment avec ceux qui croient qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire.